Bonjour et bienvenue sur Sciencationnel. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet de la préparation à l'agrégation de biochimie. J'ai essayé de créer un sujet qui était assez intéressant et qui a été relié à une plante et donc à une molécule qui a un effet à la fois sur le corps humain et qui vient d'un végétal, histoire de garder une cohérence avec l'idée biochimie. Donc la French Connection, héroïne malgré elle. La morphine, c'est l'opium du peuple. Alors je vous laisse du coup prendre connaissance du sujet, que je vais ensuite, dans un second temps, corriger. Ok, donc il y a un petit peu d'histoire au tout début, ok. Et on vous demande en premier lieu, les alcaloïdes sont souvent définis comme des molécules d'origine végétale basiques et hétérocycliques. D'après la structure, justifier le caractère hétérocyclique et basique de la morphine. Donc on se redirige instantanément vers les trois molécules qui nous sont présentées, la morphine, l'héroïne et la codéine. En plus, pour la morphine, on est gentil, on numérote tout au préalable. Le caractère hétérocyclique de la morphine, c'est tout simple, c'est parce qu'il y a des cycles avec des hétéroatomes dedans. C'est ça que veut dire hétérocyclique. Donc l'idée, c'est que on ait des oxygènes, par exemple l'oxygène entre la position 4 et 5, ou encore l'azote entre la position 16 et 9, tout ça font de cette molécule une molécule hétérocyclique. En deuxième partie, on nous demande de savoir pourquoi c'est basique. Alors c'est basique parce qu'il y a forcément quelque chose qui va capter un H+. Donc il faudrait mettre en évidence tous les doublés non liants. Il y en a 2 sur cet oxygène-là, 2 sur celui-ci et 2 sur le suivant. Malheureusement, ce sont des groupements hydroxyles qui n'ont pas pour habitude d'être des accepteurs de H+. De la même manière, ici, on a une fonction hétéroxyde qui ne correspond pas à une base. Et enfin, on a cet azote. Cet azote est un doublé non liant, c'est ce qu'on appelle une amine tertiaire. Et effectivement, les amines tertiaires sont plutôt très basiques. Donc voilà comment on peut déjà raisonner pour répondre à cette première question. Deuxième question, donner la géométrie selon la théorie VSEPR de l'azote dans la molécule de la morphine. Alors là, on vient de se diriger justement sur cet azote pour dire que c'était là où se cachait la propriété basique de notre molécule. Maintenant, essayons de comprendre dans quelle position il est. Parce qu'ici, il est dessiné, tant bien que mal, dans une position un peu indéfinie. Alors regardons ce qu'on peut dire sur cet azote. L'azote est bien AX3E, ça veut dire qu'il y a bien 3 atomes périphériques autour de cet atome central qui est l'azote. Le E signifie qu'il y a un doublé non liant. AX3E, c'est une pyramide à base trigonale. On sort de ce qu'on appelle les solides de Platon, vous avez déjà parlé tétraèdre, j'imagine, et vous êtes peut-être curieux de savoir pourquoi ce n'est pas un tétraèdre. Alors c'est pas exactement un tétraèdre, parce qu'un tétraèdre, ça veut dire que tous les angles internes sont équivalents. Or, un doublé non liant, malheureusement, a une charge répulsive un peu plus dense, puisqu'il y a 2 électrons dedans, qu'une simple liaison. Donc si nous avions un CH4, il n'y a pas de doublé non liant, alors ce serait tétraédrique. Vu qu'ici, on a un azote, c'est une pyramide à base triculaire. Ça veut dire que c'est un petit peu déformé. Les 3 liaisons sont un petit peu plus resserrées entre elles parce que il y a ce doublé non liant qui est au-dessus. Alors maintenant, si on voulait aller un petit peu plus loin, on pourrait tout de suite parler de l'inversion de cette géométrie. Cette géométrie n'est pas stable dans le temps. En réalité, on passe d'un azote qui est hybridé sp3 à un azote qui est hybridé sp2, très brièvement, pour ensuite passer à l'inverse de cette configuration tétraédrique. On a ce qu'on appelle cet effet parapluie qui vient inverser sans cesse les positions de l'azote. Et c'est une bonne nouvelle parce que sinon l'azote serait chiral à ce moment-là. Mais ça c'est du détail. On nous demandait simplement de raconter le fait qu'il soit pyramide à base trigonale. Vous m'excuserez du coup ici la petite coquille. Maintenant si vous avez dit tétraédrique c'est pas non plus catastrophique. Donner la configuration absolue des carbones 5, 6 et 14. Quand je parle de configuration absolue, j'ai toujours l'habitude de faire un système avec des anneaux, pour ensuite mieux s'y retrouver. J'essaie de classer les choses. Donc je vais vous présenter ça pour le carbone 5 déjà. Si on se concentre sur le carbone 5, on remarque qu'il est lié à un oxygène, à un carbone 6, à un carbone 13, et à un hydrogène. Cet hydrogène, malheureusement, il est pointé vers l'avant. Alors on pourrait soit décider de retourner la molécule et de raisonner sur la bonne géométrie, soit on considère que l'hydrogène est vers l'avant, et auquel cas, à la fin, le résultat qu'on trouve doit juste être inversé. Alors pourquoi on fait ça? Dans le protocole Canning-Gold-Prelog, on doit avoir l'hydrogène ou le substituant de rang inférieur derrière. Ça demande qu'on ait déjà une petite idée de ce qu'on va avoir comme ordre de grandeur. Généralement, quand c'est un carbone qui a un hydrogène, c'est très simple, c'est l'hydrogène qu'on va retrouver derrière. Dans le cas présent, il est pointé vers l'avant, donc il faudra juste raisonner à l'inverse quand on obtiendra un résultat. Je trouve que c'est le plus simple, surtout avec une molécule aussi complexe que la morphine. Puisque la morphine est très très grande, alors si on commence à la retourner, on risque de faire plusieurs erreurs. Donc on compare au premier anneau, un oxygène et 2 carbones. Les 2 carbones ne sont pas différenciables, alors on va être obligé, pour les départager, de regarder au rang supérieur. L'oxygène reste prioritaire puisqu'il est son numéro atomique,
est plus grand que celui des deux carbones. Quand on s'intéresse au deuxième anneau, on va commencer à comprendre que l'un d'entre eux porte aussi un oxygène. Et cet oxygène va être prioritaire par rapport au carbone 12, carbone 14 ou au carbone 15. Donc c'est bien le carbone 6 qui a un rang prioritaire au carbone 13. Ce qui nous donne du coup un sens anti-horaire, mais vu qu'on a l'hydrogène qui est pointé devant, on sait qu'on doit raisonner un peu à l'inverse. Vous avez déjà vu ça dans mon ancienne correction de sujet d'agrégation. Si on est dans un sens anti-horaire, alors je vais pas vous le faire puisque là avec la webcam je sais pas comment on s'est retourné, mais si on est dans un sens anti-horaire, ça dessine un S. Si on est dans un sens horaire, c'est comme si on dessinait un R. Dans ma vidéo d'1h15, je présente déjà ce petit moyen mnémotechnique, allez regarder ça vite fait. Donc on sait du coup que ce carbone est déjà de configuration R. Pour le carbone 6, cette fois-ci, encore une fois, on a l'hydrogène qui pointe vers l'avant. Il ne faudra pas oublier de faire cette petite gymnastique qui nous fait juste inverser la configuration absolue qu'on trouve. Ok, donc là, cette fois-ci, on se retrouve dans une configuration qui est très proche de tout à l'heure. On a un oxygène qui va être prioritaire aux deux carbones, le 5 et le 7. Donc l'oxygène est déjà le groupement prioritaire. Ensuite, on a le carbone numéro 5 qui va porter un oxygène. Cet oxygène est prioritaire par rapport aux atomes portés par le carbone 7. Donc on aura cet oxygène-là, ce carbone-là, qui sera prioritaire. Et enfin, en dernière position, le carbone 7. On est dans un sens horaire, sauf qu'attention, ce sens horaire doit être inversé parce que l'hydrogène est vers l'avant, alors on obtient une configuration S. Alors pour le dernier, ça demande d'aller un peu plus loin parce qu'au premier rang, on a 3 carbones, et ces 3 carbones ne sont donc pas différenciables pour l'instant. Il faut du coup aller au rang supérieur pour se rendre compte qu'on a un hétéroatome de ce côté-là, et cet azote va surplomber les deux autres groupements. Enfin, on va ensuite comparer le carbone 8 et le carbone 13 entre eux. Tous les carbones sont à peu près équivalents. Pour le carbone 8, il porte un carbone fantôme et un hydrogène. Un carbone fantôme n'est jamais prioritaire face à un autre carbone. Donc déjà, ça le classerait en rang inférieur. Et il y a un hydrogène, donc forcément, il ne peut même pas être en compétition de priorité avec le carbone 12, 5 et 14. Donc on sait qu'on a d'abord le 9, ensuite le 13 et le 8. On est encore une fois dans un sens anti-horaire. Attention dans un sens anti-horaire, alors que l'hydrogène est pointé vers l'avant. Donc on doit représenter un sens horaire, ce qui signifie une configuration absolue R. Question 4. Pour obtenir la codéine à partir de la morphine, il est nécessaire d'utiliser un électrophile. Ok, c'est ce qui est écrit à la figure 2, il y a un électrophile effectivement. Expliquez pourquoi ces deux groupes fonctionnels de position 3 et 6, c'est l'oxygène de la position 3 qui est alkylé en vous appuyant sur la figure 2. Vous utiliserez la mésomérie. Alors déjà, la position 3 et 6. On revient ici, on regarde la position 3, c'est le OH qui est en haut, et la position 6, c'est le OH qui est en bas. Effectivement, si on regarde ce bilan de réaction, c'est bien celui qui est en position 3 qui subit l'alkylation. Il n'y a pas de groupement alkyle qui s'est ajouté à ce nouvel oxygène. Pour expliquer cette différence de réactivité, il va falloir faire intervenir la mésomérie, donc on va raisonner tout bonnement sur les deux groupements fonctionnels. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons en bas un alcool secondaire, et en haut, un phénol. Et un phénol, bien que ça se termine par le suffixe -ol, ce n'est pas la même chose qu'un alcool. On pourrait du coup discuter un petit peu du rôle des réactifs. Le rôle de l'éthanolate de sodium est une base. L'hydrogène le plus acide de la molécule, le proton labile, celui qui est porté par le phénol et non pas par l'alcool secondaire. Et oui, un alcool secondaire n'est pas acide, alors qu'un phénol l'est légèrement plus. Si on regarde les pK, le pK d'un phénol est un peu plus bas, ce qui signifie que c'est un acide un peu plus fort que celui d'un alcool. Donc on compare des petites molécules, des petits fragments. On n'a pas forcément accès au pK du phénol de cette molécule, par contre on a accès au pK d'un phénol de manière générale. Et comparons ce qui est comparable en dissociant ces deux fragments, ces deux sous-unités. Comment expliquer que le phénol soit un peu plus acide que celui d'un alcool secondaire? Eh bien on peut faire de la mésomérie justement. Ici on va trouver qu'en faisant l'hybride de résonance d'un phénolate, la base conjuguée du phénol, eh bien cette charge négative est portée par 4 atomes. Et c'est toujours mieux d'avoir une charge qui soit répartie sur plusieurs atomes, plutôt que de porter toute seule. A l'inverse, sur le cyclohexénylate, ouais, je crois que c'est ça, en tout cas sur la base conjuguée de l'alcool secondaire, on va avoir à la fois un seul porteur de charge, pas de mésomérie possible dans ce cas-là, nous n'avons que des liaisons simples, et la liaison double est trop loin pour intervenir, et nous avons deux effets inductifs des carbones qui sont adjacents. Donc c'est encore pire, les effets inductifs sont donneurs, ils vont essayer d'enrichir encore plus l'oxygène qui est déjà bien enrichi en électrons. Donc ici c'est plutôt déstabilisant. La base conjuguée la plus stable est donc celle-là, donc c'est celle qui a la chance d'exister le plus facilement. Ça veut dire que l'hydrogène va pouvoir partir le plus facilement dans ce cas-là. Donc on pourrait déjà écrire ce mécanisme-là. L'éthylate va réagir avec l'hydrogène du phénolate, et enfin donner le phénolate que nous voyons ici. Donner un exemple de réactif électrophile qui permet de passer de la morphine à la codéine. Alors ici, volontairement, je vous laisse libre choix de choisir votre électrophile. D'après les publications que j'ai pu trouver à ce propos, ils utilisent un électrophile bien particulier pour faire cette méthylation. Je vous demande ici simplement de trouver un électrophile qui pourrait marcher en théorie.
Dans les publications, en tout cas, ce que j'ai trouvé, c'était avec un tétraalkylammonium. Bon, on va essayer de faire simple. Prenons juste un méthyle avec un bon groupe partant. Les bons groupes partants qu'on peut imaginer à notre niveau sont soit des tosylates, soit des chlorures, soit des iodures. On va alors se retrouver du coup avec un méthyltosylate, ou un chlorure de méthyle, ou encore du iodométhane ou méthyliodure. Une fois qu'on a fait ce choix-là, on va pouvoir utiliser n'importe lequel d'entre eux, et créer du coup notre mécanisme réactionnel. Du coup, la première étape, c'est celle qu'on a déjà envisagée, on a déjà expliqué quelle était la zone la plus acide, donc on n'a pas besoin de se rejustifier derrière ça. On peut tout de suite dire aussi que c'est une réaction qui apparaît à l'équilibre thermodynamique. Alors sans valeur de pK précise, vous pouvez pas savoir si ça dépasse un équilibre thermodynamique si la réaction est totale. En réalité, un phénol est environ aux alentours de 8 ou 11 comme pKa, et un alcool c'est plutôt 16. Donc on a bien une différence de pK qui est au-delà de 4. Et on apprendra qu'une différence de pKa de plus de 4 donnera à la réaction une constante d'équilibre de 10 puissance 4. Et donc ça, c'est la passerelle à laquelle on dit qu'une réaction est totale. C'est quand le K, la constante thermodynamique, la constante d'équilibre, nous permet d'arriver à plus de 10 000 de ratio. Ici c'est le cas, donc en réalité on pourrait écrire une flèche simple. En tout cas, sans ces valeurs-là, sans que vous les connaissiez ou sans que vous ayez une justification, vous ne pouvez pas vraiment écrire une flèche simple. Écrivez un équilibre thermodynamique pour montrer que vous savez, en tout cas, que c'est un équilibre. Si vous voulez, vous pouvez même mettre qu'une flèche est supérieure à l'autre en pensant avoir une allure des pK. Mais sans avoir fait le calcul ou avoir une idée de comment justifier, je ne mettrai pas une flèche directe dans mon cas. Ensuite, on a du coup un oxygène négatif. C'est un bon nucléophile, voire une bonne base aussi. On a déjà prédit qu'il fallait un bon électrophile pour réagir avec cette molécule. Donc ce nucléophile fraîchement fabriqué, exalté, va pouvoir réagir avec le carbone delta+, de ce chlorure de méthyle qu'on vient juste de mettre en jeu. Cette réaction n'est pas un équilibre parce que nous formons un chlorure et que le chlorure est une molécule très très stable. Du coup, c'est un peu la force motrice de notre réaction. On aurait pu, sans ça, écrire une réaction totalement équilibrée cinétiquement en mettant deux flèches avec deux harpons chacun, de part et d'autre. Le problème étant qu'il faut forcément que pour qu'une réaction ait lieu, qu'il y ait un déplacement d'équilibre. Ici, la formation de chlorure est thermodynamiquement très favorisée. Et on a bel et bien notre codéine à la fin. Maintenant, on va se concentrer sur la thébaïne qui n'est vraiment juste là que pour un petit bout de chemin avec nous, c'est juste pour vous forcer à faire un peu de mésomérie encore une fois. Pour raisonner sur cette molécule, on déconnecte les parties qui ne sont pas connectées. Il n'y a pas de mésomérie à travers toute la molécule, il n'y a que seulement quelques parties qui seront planes, les autres ne le seront pas. Du coup, j'ai préféré vous décomposer le problème en deux sous-unités, une partie où il y a deux oxygènes près d'un cycle aromatique, et une autre où il y a un oxygène conjugué vraisemblablement à deux doubles liaisons. Et de ces deux parties, on va tirer deux hybrides de résonance qu'on va pouvoir superposer à la molécule de thébaïne. L'oxygène ici a un effet inductif donneur, ce qui va avoir pour effet de créer une charge négative en cette position-là. Cette charge négative est donc encore donneuse d'électrons et peut encore se répercuter au bout de ce cycle. Ce qui va nous conduire à avoir une liaison simple, parfois une liaison double à cet endroit-là, donc une liaison pointillée et une liaison pleine. Ici, pareil, cette double liaison disparaît de temps à autre, donc il faudra faire des pointillés. Et là où il y a des charges négatives qui apparaissent, on va devoir mettre des delta- ci et là. On va aussi raisonner pas mal en symétrie. Ici, la partie supérieure est totalement identique à la partie inférieure, si ce n'est qu'elle concernera un autre oxygène. Les deux oxygènes de cette molécule-là sont totalement équivalents. On a aussi un oxygène qui a un effet donneur, cette fois-ci un effet donneur dans un cycle aromatique, donc la charge moins qui va se répercuter une fois sur deux, va passer d'une position ortho-para à ortho-prime, et va revenir à cet oxygène de départ, puis c'est l'autre oxygène qui va de nouveau faire ortho par rapport à lui, puis ensuite para par rapport à lui, et enfin ortho-prime par rapport à lui. On va du coup dessiner un cycle aromatique qui contient des charges négatives à chaque carbone. Il n'y a pas d'alternance ici, tous les carbones vont être plutôt négatifs. C'est un cycle aromatique qui est dit comme étant activé. Enfin, il convient de superposer ces deux sous-unités à la molécule thébaïne, ce qui n'est pas forcément une mince affaire. Mais c'est la meilleure manière de montrer que vous savez de quoi vous parlez. Passons maintenant à l'héroïne. Je sais que vous êtes tous impatients de traiter de cette question de l'héroïne. La French Connection, du coup, c'est justement lié à la synthèse de l'héroïne à partir de la morphine, qui était souvent importée de pays du Sud. Alors aujourd'hui, justement, l'un des trois réactifs que vous voyez là, celui qui est le plus efficace, est aujourd'hui soumis à énormément de contrôle. En laboratoire de chimie, on ne peut pas l'acheter de manière innocente, il faut absolument qu'on fasse état de justification pour expliquer pourquoi on a besoin de cette molécule. Or, cette molécule, ici, n'a rien à voir avec la morphine, mais juste parce qu'elle a été grandement utilisée, il y a un énorme contrôle dessus. Et c'est une bonne chose qu'elle soit contrôlée s'il y a eu des malversations. Du coup, la première chose qu'on doit faire, c'est classer les réactifs par ordre de réactivité. Si vous étiez dans la French Connection, quelle molécule vous utiliseriez? C'est un peu la question qu'il faut que vous posiez à ce moment-là. Mais attention, on reste dans le monde théorique. Alors du coup, là on parle de réactifs, et du coup il va falloir déconnecter des molécules par une liaison simple. Cette déconnexion de molécules sigma
Il va falloir imaginer ce que ça nous donne comme produit. Faisons ça dans les 3 cas, des déconnexions purement arbitraires. Imaginons qu'on veuille créer du coup cet électrophile-là qui se connectera à la fin à notre molécule de morphine pour créer de l'héroïne. Eh bien ça nous laissera un acétate. Dans le deuxième cas, ça nous laissera un chlorure, et enfin dans le dernier cas, ça nous laissera un ion hydroxyle. Si on évalue un petit peu tout ça, les 3 électrophiles que nous avons créés correspondent à ce qu'on appelle un acylium. Ils sont tous les 3 communs. Les 3 électrophiles que l'on crée sont des ions acylium. Ils sont tous les 3 communs à chacun des réactifs. Donc on va les laisser de côté parce que thermodynamiquement, ils ne vont pas nous aider. Par contre, les 3 anions qu'on va créer, les 3 nucléophiles, eux sont tous de nature différente. L'ion chlorure est celui qui est le moins réactif, puisqu'on peut manger des ions chlorure, sans aucun problème, ça va pas réagir avec notre corps. Cl-, on en a dans le sel de table, on peut le manger, ça ne réagit pas avec nous. En revanche, HO-, qu'on retrouve dans le desktop comme principe actif de déboucheur de WC ou de sanitaire, eh bien ça c'est très dangereux. D'accord, c'est basique, ça va réagir avec nos molécules, ça c'est déjà plus problématique. Et enfin, comme molécule intermédiaire, je dirais qu'on a l'acétate. L'acétate est une base faible, base beaucoup moins forte que l'hydroxyle, donc ce sera quelque chose de plutôt intermédiaire. C'est un peu comme ça qu'on doit raisonner lorsque l'on observe ces molécules. On doit imaginer qu'on doit dégager un chlorure, chose très stable, dégager un acétate, quelque chose qui contient une charge négative portée par 2 atomes, ou enfin soit dégager un HO-. À partir de l'acide éthanoïque, dégager une molécule basique, c'est quand même très bizarre, parce que l'acide éthanoïque, c'est un acide. Donc il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas évident ou pas du tout implicite. C'est quelque chose qu'on peut faire formellement, mais il faudrait une catalyse, il faudrait accentuer cette réaction, d'une toute autre manière. Bien souvent, du coup, on utilisera les dérivés chlorés ou halogénés pour faire des réactions en chimie organique, comme on l'a fait tout à l'heure avec le chlorure de méthyle. On peut donc conclure que le plus réactif des 3 est le réactif chloré, et que le moins réactif est l'acide éthanoïque qui, comme son nom l'indique, a bien du mal à être donneur d'ion hydroxyde. Enfin, réaliser le mécanisme réactionnel permettant d'acétyler le phénol à partir d'un anhydride éthanoïque, aussi appelé anhydride acétique, et ce, en milieu basique. Alors je vous propose de vous montrer le mécanisme un peu plus simple, celui avec le chlorure d'éthanoïde, pour vous laisser encore une marge de progression en imaginant ce qui peut se passer avec l'anhydride acétique. Il n'y a pas grand chose si ce n'est qu'il y a une petite mésomérie que l'on peut faire intervenir si l'on le souhaite. Dans tous les cas, c'est un bon groupe partant que l'on va devoir éjecter de cette réaction. Ici, commençons par créer les cartes d'identité de chacun des réactifs. On a donc notre cycle aromatique avec le phénol. Ce cycle aromatique, on a vu qu'il était activé parce que l'oxygène a un effet donneur sur le cycle aromatique. Et il y a bel et bien un hydrogène labile, donc qui va pouvoir partir en contact d'une base. Ça tombe bien, on dit qu'on est en milieu basique, on peut imaginer qu'on a des HO-, et donc un HO- c'est à la fois une bonne base de Lewis ou de Bronsted, mais c'est aussi un bon nucléophile. Le problème sur le fait que ce soit un bon nucléophile, c'est qu'on va le faire réagir avec un bon électrophile. Notre bon électrophile, par exemple, ici, ce serait avec notre chlorure qui ferait un bon groupe partant. Dans le cas de l'anhydride acétique, ce serait un acétate qui serait un bon groupe partant. Et on a du coup 2 réactions qui peuvent apparaître, dont une est parasite. La réaction directement de l'électrophile avec notre base va créer un problème, c'est qu'on va complètement bousiller notre réactif chloré. Il va réagir, va donner de l'acide acétique, or on a vu que l'acide acétique ou l'acide éthanoïque était la molécule la moins électrophile pour réagir avec notre phénol. Et donc on n'aura pas d'héroïne. Et ça c'est plutôt triste. Plus sérieusement, du coup l'hydrogène labile avec la base de Bronsted, ça marchera très très bien, surtout si on a une bonne base qui n'est pas nucléophile. On pourra imaginer qu'on utilise du coup la triéthylamine qui n'est pas du tout nucléophile, ou le tertiobutylate de potassium qui lui est très très peu nucléophile. Le tertiobutylate de potassium d'ailleurs que j'ai étudié en long, en large et en travers dans une vidéo de design moléculaire, vous pourrez regarder ça. Alors notons une base B qui soit la triéthylamine, soit le tertiobutylate de potassium, qui du coup ne fera pas de réaction parasite avec notre électrophile. D'abord, l'hydrogène labile de notre phénol va donc réagir avec cette base, laissant libre cours à un oxygène négatif. Et là, on va créer un bon nucléophile. Ce nucléophile va réagir avec un électrophile, donc ça va être une réaction d'addition, que l'on voit être guidée cinétiquement par les flèches que l'on voit ici. De cette réaction d'addition, va s'en suivre une réaction d'élimination, qui a toute son importance puisqu'on va dégager un ion chlorure, qui est un très bon groupe partant. Tout ceci est ce qu'on appelle une addition-élimination, ce sont 2 sous-étapes qui se rejoignent très souvent et fréquemment, surtout lorsqu'on a un bon groupe partant. C'est d'ailleurs la force motrice de la réaction. Tout est en équilibre jusqu'à ce moment-là. Bon, à la rigueur, peut-être la création de phénolates, selon la base que l'on prend, si elle est très très forte, on n'aura pas d'équilibre. En l'occurrence, avec la triéthylamine, ce serait peut-être pas assez fort, ce serait peut-être un équilibre. Alors qu'avec le tertiobutylate de potassium, ce serait plutôt une réaction totale. Donc on va avoir notre ion chlorure et une acétylation de notre phénol. Pfiou, on en a maintenant fini avec cette correction. J'espère que c'était assez intéressant, on a vu beaucoup de choses, la théorie VSEPR, qu'est-ce que c'est un alcaloïde, les configurations absolues, ainsi même beaucoup de mésomérie, on en aura beaucoup parlé, on aura parlé aussi beaucoup d'électrophilie et de nucléophilie. On aura aussi abordé 2 types de mécanismes, tout à l'heure on a vu une substitution nucléophile, et là ici une addition-élimination qui se suivent. Ce sont des étapes microscopiques et élémentaires qui arrivent souvent, donc il faut être vraiment familiarisé avec ce type de demande.
Voilà, bah j'espère que c'était clair, et puis on se retrouve la prochaine fois pour d'autres corrections.